Alors, dans ces circonstances-là, qu'est-ce que vous faites? Tenez, voilà un exemple. Un patient bénéficiait d'une gastrectomie élargie, ça a duré 4 heures. Il arrive en salle de réveil et on se rend compte que la sonde urinaire contient 50 millilitres, pas depuis la sortie du bloc opératoire, mais depuis le début de l'intervention. Donc globalement, ça fait en 5 heures. Alors, que fait-on le plus souvent? On remplit. Merci de m'aider au moins au plan pédagogique. Le plus souvent, c'est vrai, on remplit. Et on verra tout à l'heure avec quoi on remplit, pourquoi on remplit. Mais on se dit, il n'a pas de diurèse parce que il est en train de retenir son, son eau parce que il estime ne pas en avoir assez. Et lorsqu'on remplit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le patient reprend une diurèse? Là, je vois sur vos visages un doute. Oui, oui, quand même, des fois. Non, non, quand même pas toujours. En fait, effectivement, le patient va reprendre sa diurèse, je ne dis pas quand, hein, dans les heures qui suivent, dans 60% des cas en gros. Donc, si vous êtes médulaire, dépourvu de tout cerveau, etc., etc., 60% étant supérieur à 50, c'est le bon choix. On remplit. C'est quand même dommage d'avoir fait tant d'études pour ça, puisqu'une machine nous remplacerait très avantageusement. Je parle même pas d'intelligence artificielle, mais d'un robot idiot qui sorti, bloc, pipi, petit, remplir, hop. Voilà, 60% des cas, ça marche. Bon, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux en allant discerner ceux qui vont justifier d'un remplissage et ceux qui ont une oligurie pour une autre raison et qui donc ne justifient pas d'un remplissage, lequel, et je suis d'accord, souvent pas très grave. Donc comme la tolérance au remplissage inutile est assez bonne, vous passez de 60% d'efficacité à 100% d'action, et dans 40% ça sert à rien, mais ça n'est pas grave, donc je le fais. Et en fait, on va voir qu'il peut arriver que ces 40% de patients qui n'ont pas besoin d'être remplis euh, en développent des petites, mais en développent des complications, en particulier résultant en un retard de la reprise de la diurèse. C'est quand même le remplissage vasculaire peut accélérer la reprise de la diurèse, le remplissage vasculaire peut ralentir la reprise de la diurèse. On va voir. Alors, s'il nous faut des études à la place de la physiologie, on voit la une. Des patients présentant une oligurie périopératoire pendant une chirurgie bariatrique laparoscopique. Deux groupes de patients, ils ont reçu 10 ou 4 millilitres par kilo heure, une cinquantaine de patients dans chaque groupe. Et vous voyez que il y a une diurèse d'abord qui était non différente entre les deux groupes, et la créatinine, qui est ici en ordonnée, est la même dans les deux groupes. Bon, les auteurs croient à la créate comme indice de fonction rénale, si on croit ce résultat, ben on se rend compte que ça n'a rien à voir avec le remplissage. Et que donc autant ne pas le faire puisque ça n'a rien à voir avec la fonction rénale. Bon, c'est pas si simple. La diurèse et la fonction rénale sont des choses un petit peu distinctes, et c'est pour ça que ce travail ne vaut pas grand-chose, mais il permet un peu d'étayer la notion que le remplissage n'est pas toujours la solution à une oligurie dans les circonstances de la salle de réveil. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir un tout petit peu à la physiologie. La diurèse est quelque chose de distinct du débit sanguin rénal, qui est quelque chose de distinct du débit de filtration glomérulaire. Le rein reçoit 1 litre de sang par minute. Enfin, les deux reins reçoivent 1 litre de sang par minute, 20% du débit cardiaque. C'est absolument énorme compte tenu de la petite taille de ces organes. Ils sont baignés par un flux incessant de sang sous haute pression, qui ressort évidemment exactement au même débit dans les veines rénales. La filtration glomérulaire qui va en résulter, je vous le rappelle, hein, vous le savez, elle génère 100 litres à 200 litres d'urine primitive par jour, qui est réabsorbée par l'appareil tubulaire, et cette réabsorption va rejoindre le sang de la veine rénale. Vous voyez donc que la filtration glomérulaire,
qui est primum movens de la diurèse, peut se faire ou ne pas se faire, le débit sanguin sera le même, le débit sanguin rénal sera le même, et que donc c'est bien, quand quelqu'un est oliguurique, un mécanisme de régulation rénale qui a décidé que tout ce sang qui traversait les reins ne serait pas transformé en diurèse. Et vous voyez donc que je remplis l'attitude qui consiste à donner des liquides et justifier, si la raison de la baisse de la diurèse est une baisse du débit cardiaque systémique, mais si c'est dans l'espoir d'aller augmenter la quantité de sang qui va au rein, ça ne sert à rien, elle est déjà énorme. Quand un patient est oligurique, c'est que le rein a décidé de l'être, et que donc il vaut mieux intervenir sur les facteurs qui font qu'il a décidé de l'être, et c'est ce qu'on va voir. Alors, un tout petit mot pour rappeler, puisqu'on est dans les rappels d'anatomie et de physiologie, que l'appareil glomérulaire reçoit une artère afférente, une artère efférente. Ces artères sont très musclées, elles présentent des sphincters, et vous savez que ces sphincters sont de contrôle neuro-hormonal. Neuro par le système sympathique, c'est pas très important. D'ailleurs, sinon, comment ferait-on des transplantations de reins? Elles ne marcheraient pas, puisqu'on n'anastomose pas les nerfs. En revanche, hormonal, ils sont sensibles à de nombreuses substances circulantes, issues du système rénine-angiotensine et issues de la chaîne des prostaglandines. Et que c'est par cette bascule des sphincters, pré et post, que le rein va décider de la quantité de liquide, de sang, qui va être soumis à la filtration glomérulaire. Si le sphincter post-glomérulaire est fermé, le sang qui rentre dans le rein n'a pas d'autre solution que d'essayer de sortir par le pipi. Si le sphincter post-glomérulaire est largement ouvert, le sang a alors le choix filtré à travers le glomérule ou pour repartir tranquillement vers la veine rénale. Et c'est par l'ouverture du sphincter post-glomérulaire que le rein, sous une influence hormonale, va décider de réduire la filtration glomérulaire, de réduire l'urine primitive, alors que les tubules réabsorbent un maximum et que votre patient va se retrouver oligurique. Vous pouvez donc tout de suite imaginer à quel point l'activité du système rénine-angiotensine, sympathique, etc., va agir pour entraîner une oligurie. Alors si on regarde la chaîne des pressions hydrostatiques, entre l'artériole afférente, vous avez en gros la pression artérielle moyenne du patient, jusqu'à la vénule, vous avez ce gradient-là. Et ici, on a le fameux seuil d'autorégulation qui va mettre les capillaires glomérulaires à peu près tout le temps au même niveau de pression. Mais autorégulé ne dit pas à quel niveau il est autorégulé. Il peut l'être bas, il peut l'être haut, par le travail de ces sphincters. C'est du vivant, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va entrer là maintenant dans le domaine de ce qu'on appelle les oliguries fonctionnelles. Parce que vous voyez que ça, c'est ce dont on parle. La survenue d'une oligurie, donc avec un rein qui marche très bien mais qui s'adapte, c'est une oligurie fonctionnelle. Je dis ça parce qu'autrefois on disait insuffisance rénale fonctionnelle. IRF. Vous avez tous appris ça, je pense, c'est encore dans les bouquins. Ce terme est dégradant pour le rein. Insuffisance, c'est pas cool. Il marche très bien le rein. Il s'adapte. Il est en train de réabsorber au niveau tubulaire des osmoles qu'il regrette d'avoir filtrés, et il le fait d'autant plus fort que ça va produire une oligurie, de façon à maintenir l'homéostasie du milieu intérieur. Il ne travaille jamais autant le rein que quand il est dans cette situation d'épargne hydrosodée. Et nous, on dit insuffisance rénale. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce vocable? Parce que dans les années 1950, on s'est rendu compte que quand quelqu'un avait très soif et qu'il ne buvait pas, il devenait oligurique, voire anurique, et que sa créate montait. Et comme la créate était déjà le marqueur de la filtration glomérulaire, il est toujours, bien qu'imparfait, on a dit c'est une insuffisance rénale. Le rein est malade. C'est complètement faux. La filtration glomérulaire peut baisser parce que le rein a décidé de la réduire pour une raison intelligente. Elle peut aussi baisser, hélas, parce que le rein est malade et qu'il ne la fait plus. Mais c'est pas du tout la même maladie. L'une est une maladie, c'est l'atteinte organique du parenchyme rénal. L'autre est simplement un mécanisme adaptatif.
Je pense qu'il vous viendrait pas à l'idée de qualifier d'insuffisant cardiaque quelqu'un qui court un 400 mètres aux Jeux Olympiques et qui se trouve être un peu tachycarde. Bien que la tachycardie soit un signe d'insuffisance cardiaque. Il est tout simplement dans une adaptation physiologique à l'effort, et c'est le cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Je ne dirai plus jamais ce mot-là. On va maintenant appeler ça une oligurie fonctionnelle. C'est un peu plus classe. Ça explique l'oligurie, et ça explique surtout qu'elle est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle a une raison d'être, et qu'on va pouvoir la combattre en s'attaquant à cette raison. Alors, dans le fameux BMJ du mois de décembre, chaque année, il y a un article marrant, vous savez. Là, c'était en 2010. Des internes londoniens ont publié une étude, Urine Output on an Intensive Care Unit Case Control Study. Ils ont pris tous les patients d'AREA, ils ont pris tous les internes de l'AREA, et ils ont mesuré pendant 24 heures la duresse des uns et des autres. Résultat, les patients pissaient, je ne me souviens plus combien, mais beaucoup plus que les internes. Ils en ont déduit, alors d'abord, enfin des tas de choses, vous imaginez, on devrait bénéficier de votre lit et pas vous, on devrait faire attention à nous plus qu'à eux, etc., etc. Bon, c'est rigolo, mais quelle est l'explication profonde? C'est que les uns, ceux qui sont dans les lits, pour leur maintenir un débit de diurèse, on les arrose de liquide, de diurétique, d'attention et de tas de choses pour aller au-delà de ce que la physiologie ferait, alors que pour les autres, vos collègues britanniques, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils font plein de comptes rendus, ils n'ont même pas le temps de boire, de manger, ou tellement vite ou tellement peu, que finalement ils se retrouvent avec, heureusement, des reins qui fonctionnent bien, qui sont en épargne hydro-sodée. Je dis pas que c'est forcément très grave, mais enfin, c'est pas du tout le même régime de fonctionnement du parenchyme rénal. Alors, ça pose un problème, parce que si la diurèse, le volume, le débit uriné, ne peut pas être utilisé comme indice de fonction rénale, comment va-t-on faire? Et c'est ça qui a généré ces fameuses classifications que vous connaissez bien. Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est plus un sujet de réanimation que d'anesthésie, d'ailleurs. La première a été Reifel, puis est survenue Akin. Si on regarde Reifel, vous voyez que la première strate d'oligurie, c'est lorsque la créate augmente à 1,5 ou que le urinary output, la diurèse, est inférieure à 0,5 ml/kH pendant 6 heures. 0,5 ml/kH pendant 6 heures, ça fait quoi ça? Prenez un adulte de 80 kg qui arrive en SSPI. 80 kg fois 0,5, ça fait la moitié. 40 fois 6, ça fait 240 ml. Voilà, il a pissé 240 ml en 6 heures. Vous paniquez? Non, il pisse pas beaucoup. Bon. Cette strate n'est pas là par hasard, c'est parce qu'elle est liée à un risque de survenue d'événements rénaux, d'insuffisance rénale, voire de dialyse ultérieure. Autrement dit, vous bénéficiez avec cette mesure de diurèse d'un signe d'alerte. C'est pas le diagnostic d'une maladie, c'est un signe d'alerte. Et ce patient-là, ne le faites pas remonter en salle, ne lui faites pas quitter la SSPI sans avoir mis en place un plan intelligent pour faire face à son oligurie. Sans quoi, il vous reviendra, un jour, 2 jours après, sans doute pour quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, ceci souligne la nécessité d'apprendre à communiquer en millilitres/kHz. Ce qu'on fait en général pas. Et même souvent, on en est très très loin. L'IBOD vous dit, il a pissé 300. Si l'intervention a duré une demi-heure, c'est beaucoup, hein, c'est un diabète insipide. Si c'est une pneumonectomie, c'est une oligurie. Vous voyez? Donc, il faut au minimum rapporter à la durée d'exposition. Alors, parfois, il y a des conventions. Hein. Si l'IBOD vous dit ça, ça veut dire depuis qu'elle a mis la sonde urinaire, c'était à 8 heures, parce que ça commence toujours à 8 heures. Et donc, dans votre tête, peu à peu, vous forgez un modèle pour que cette oligurie soit mentalement rapportée au temps et que ça vous parle. Mais enfin, au réveil, où les patients rentrent tout le temps, sortent à toute heure, en réa, il vaut mieux standardiser les choses, d'où l'intérêt, et c'est ce qui est suggéré dans ces classifications,
de parler en millilitres par kilo, tant qu'à faire, on va standardiser par rapport au poids, et par heure. Ça vous parle, vous, les 1000 kWh? Non? Faut s'y mettre. Vous allez voir, c'est l'affaire de 5 jours. Hein. Au bout d'une petite semaine, vous savez que 0,7, 0,8, 0,9, c'est le sommet de tout ce qui est normal, et qu'au-dessus de 0,9, on est dans de l'oligurie. Voilà, c'est tout. Et vous avez une définition bien claire, bien nette de l'oligurie, interchangeable entre les équipes, entre vous, qui oblige en vos passages à connaître le poids et le délai pendant lequel le débit a été mesuré. Bon, je vous fais grâce des strates suivantes, qui sont bien sûr des choses beaucoup plus graves, mais qu'on va normalement pas rencontrer en SSPI, sauf si c'est un malade quasiment de réanimation. En plus, la raison de plus pour pas trop le détailler, c'est que ces classifications, elles ont été rendues obsolètes par la dernière, 2008, Cadigo, qui lui ressemble terriblement, hein, c'est la même idée, il y a des petites modifications dedans, et en termes d'oligurie, vous voyez, ça n'a pas changé, 0,5 ml/kH pour 6 à 12 heures, et on passera dans le stade 2 pour 0,5 ml/kH, au-delà des 12 heures. Alors, ça, vous avez sans doute appris ça, ne serait-ce que pour l'internat. La vieille définition, j'ai dit que je dirais plus le mot, mais enfin il est écrit, qui permet de distinguer entre une atteinte fonctionnelle et une atteinte organique. Utilisez-vous encore ces choses-là? Je vois de la perplexité, un petit peu de oui et un petit peu de non. Ces critères sont complètement ringards. Ils n'ont aucune utilité, sauf pédagogique. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Ils permettent en effet de comprendre le mécanisme d'épargne hydroélectrolytique du rein au cours de l'oligurie fonctionnelle. Mais ils ont, je vous le montre tout de suite, tenté d'être validés avec les méthodes modernes, c'est-à-dire capacité par la surface d'une courbe ROC de prédire la survenue d'un événement rénal. Et vous voyez que c'est catastrophique. Ici, vous avez FE urée et U sur P urée. On a des R sous la courbe qui sont pas très distincts du 0,5, c'est-à-dire de la pièce de monnaie du pile ou face. Néanmoins, mis dans un contexte, le patient est oligurique, il a une histoire qui évoque le manque d'eau, le manque de sodium, et il a cet indice qui est altéré. Là, bizarrement, l'indice prend de la valeur. Et ça se demandait si la valeur ne vient pas d'ailleurs, d'autre chose que de lui-même. Alors néanmoins, le gros intérêt qui persiste, je vous disais au plan pédagogique, c'est par exemple la fraction d'excrétion sodée. Qu'est-ce que c'est? La fraction d'excrétion sodée, c'est le rapport de la clairance du sodium, UV sur PNA, divisé par la clairance de la créate, UV sur P, créate. Vous pouvez simplifier la formule au passage, et vous allez alors avoir la fraction d'excrétion sodée par l'appareil tubulaire, par l'appareil rénal au total. Si cette fraction est élevée, ça veut dire que du sodium fuit. Qui veut dire quoi? Soit que vous en avez trop, et que le rein intelligemment décide de s'en débarrasser, vous avez mangé un plateau de fruits de mer, ou alors que l'appareil tubulaire est malade, et qu'il n'est pas capable de réabsorber alors qu'il le faudrait. Mais là, la clinique va vous orienter. Dans un cas, vous avez la notion du plateau de fruits de mer. Dans l'autre cas, vous avez la notion d'un toxique tubulaire rénal, à commencer par une hypoxie, un état de choc ou quelque chose comme ça. Donc pour vous, ça va vous parler, bien que l'indice lui-même ne vous fasse pas le diagnostic. Si la fraction d'excrétion sodée est faible, inférieure de 1-2%, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que le patient pisse, il y a une fraction qui est faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sodium dans les urines, c'est-à-dire que le rein est en train de réabsorber le sodium dans des proportions inhabituelles. Pourquoi faire? Pour maintenir une bonne hydratation du milieu extracellulaire, et donc une bonne volémie, et donc un bon débit cardiaque, parce qu'après tout, c'est son job au rein. Par l'intermédiaire de la macula densa, là, près du glomérule, d'aller mesurer la quantité de sodium qui sort de façon à assurer l'homéostasie du milieu intérieur. Donc, il fait très bien son travail, et s'il estime qu'il ne vaut mieux pas se débarrasser du sodium, il va alors réduire
la fraction d'excrétion sodée. Donc vous voyez, au plan pédagogique, pour bien connaître l'oligurie, pour bien comprendre l'oligurie fonctionnelle, c'est vraiment utile. Mais lorsqu'on va vous donner un patient qui a 5% de fraction d'excrétion sodée, vous n'arriverez à en faire quelque chose que si vous posez des questions complémentaires de façon à vous éclairer sur le contexte. Donc isolément, ça ne sert pas à grand-chose. Au passage, si par malheur le patient reçoit des diurétiques, alors là, l'interprétation devient très complexe, parce que la fraction d'excrétion sodée va être élevée, il pisse beaucoup de sodium, parce que le diurétique lui a demandé, indépendamment de ce qui serait utile pour l'organisme, puisqu'un diurétique fait pisser même ceux qui ne devraient pas, et fait aussi pisser ceux qui devraient, fait tout le temps pisser, quoi, en gros. Ce qui veut dire qu'il va falloir parler un peu plus loin, il faudra les utiliser à bon escient exclusif. Autre cause d'oligurie fonctionnelle qui a été méconnue pendant des années, c'est ce qu'on appelle la congestion veineuse rénale. Le terme est pas très joli, ça fait un peu éponge. Et quand on voit la physiologie, comment ça se passe, ce litre de sang qui rentre sous haute pression dans un organe extrêmement dense, vous avez déjà vu un rein, pour une néphrectomie en urologie, ou même du rognon à découper, c'est très dense. Très dur, ça n'a rien à voir avec du foie ou avec du poumon. C'est un organe qui est très très dense, donc on a du mal à imaginer que lorsqu'il y a trop d'eau, il soit congestif. Et pourtant, en termes de compliance, sa compliance est faible, elle peut être encore moins bonne si jamais il est gorgé d'eau. Et là, on rentre dans le domaine qui est bien documenté par ce travail de Mathieu Legrand, qui vous montre en abscisse la pression veineuse centrale d'un patient. En général, cet indice très difficile à interpréter. Mais enfin, la pression veineuse centrale, c'est la pression des veines rénales, puisque les veines rénales se jettent dans la veine cave inférieure. Donc, c'est l'obstacle au retour du sang veineux rénal dans la circulation systémique. Et en ordonnée, vous avez le risque d'apparition d'une agression rénale aiguë. Bon, la corrélation n'est pas totalement linéaire, mais elle a une dérivée positive, elle est croissante. Et vous voyez que plus il va y avoir de congestion veineuse, plus il va y avoir de pression veineuse élevée, et plus vous avez un risque de développer une agression rénale aiguë. C'est logique, c'est un obstacle à la perfusion. Si il y a une bonne perfusion artérielle, il faut aussi qu'il y ait un bon drainage veineux pour que le sang traverse le rein sans la moindre difficulté, que le débit sanguin rénal soit obtenu. Et là, vous voyez qu'un remplissage inadapté, parce que le patient est oligurique, devient contre-productif, parce que si le patient était oligurique parce qu'il avait reçu trop de liquide, vous allez encore retarder la reprise de sa diurèse. Or, hélas, dans ce contexte-là, seule l'élimination d'eau, c'est-à-dire la reprise de diurèse, permettrait d'améliorer la reprise de diurèse. C'est un espèce de cercle vicieux que vous verrouillez en continuant avec le remplissage. Là donc, vous avez, chez ces patients-là, à détecter, ceux qui ont reçu trop d'eau, un diagnostic nécessaire pour avoir un traitement qui est à 100% opposé à ce qu'on aurait fait spontanément, il ne puisse pas donc le remplir. Quel va être le traitement à mettre en œuvre là? Des diurétiques, évidemment. Les diurétiques ne sont pas interdits, ce qui est interdit, c'est de mal les utiliser. Mais il est tout à fait conseillé de bien les utiliser, et là c'est un exemple. Bon, vous pouvez d'expérience dire le patient qui sort du bloc opératoire, c'est bien rare qu'il soit trop rempli. Vous avez sans doute pas tort, dans 60% des cas, et dans 40% des cas, vous tombez sur un collègue qui l'a super bien rempli au bloc opératoire, parce qu'il sait qu'il y a l'évaporation, les pertes, et ainsi de suite, il a parfaitement appris la question, et le patient va sortir effectivement en relative inflation hydrique. Comment est-ce qu'on va faire ce diagnostic? Vous n'avez pas l'air unanime. Allez, des idées, tout ce qu'on risque, c'est de perdre du temps à dire des choses pas utiles, pas vraies, mais... Ouais. Écho, cœur. Ouais, parce que quand le cœur est bien rempli en télédiastole, quand vous avez une belle ITV et ainsi de suite, pour vous, c'est clair le lien avec la pression de la veine rénale? Pour moi, non, hein. Déjà, je trouve que l'écho de la veine cave
Bah, quand vous la faites faire à des gens, ils disent ouais, le non compliant, un peu quand même. Il y a de la place pour le remplissage. Enfin, vous avez tout un jargon comme ça qui montre en fait à quel point c'est imparfait. Il y a quelque chose qui marche super bien euh, que chez les patients conscients, qui coûte moins cher qu'une écho. C'est la question, est-ce que vous avez soif? Voilà, ça coûte beaucoup moins cher qu'une écho et ça marche très très bien. Vous buvez quand vous n'avez pas soif? Happy hour, ça part. Hein? Normalement, non. Sans avoir un authentique dégoût de l'eau, bon, non, merci, non, ça va. Voilà. Ça nous ferait pas de mal de boire, mais enfin, ça nous fait pas de bien non plus, on boit pas. C'est un mécanisme physiologique qui est extrêmement fin. Quand vous avez une grosse veine cave, vous n'avez pas soif. Ah, tamponnade à part, évidemment, pas des raisons hémodynamiques centrales, mais quand c'est parce que vous êtes vraiment plein d'eau, eh ben vous n'avez pas soif. Donc, surtout en salle de réveil, chez celui qui est fraîchement extubé, n'allez pas dépenser aux 40 000 € dans un échographe pour assister à des scènes pitoyables du genre je lui fais un Doppler pour de tissulaire à côté de l'insertion de la valve mitrale pour en déduire par une corrélation assez médiocre des pressions de remplissage qui, si elles sont basses, nécessitent remplissage, qui, elles sont hautes, ne nécessitent diurétique. En ce temps-là, le malade vous dit « j'ai soif ». C'est pas possible, vous avez des pressions de remplissage qui sont élevées. Oui, mais j'ai soif. Faites confiance au malade plutôt qu'à l'écho. L'écho, elle est là quand on ne peut pas faire confiance à ce mécanisme hyper fin de dosage intrinsèque de la vasopressine qui fait qu'on va énoncer, grâce à notre système d'intelligence pas artificielle, naturelle, que l'on a soif. On en reparlera. Au titre expérimental, vous avez, tenez, ici un bel exemple chez l'animal où un rein, un parenchyme rénal rendu congestif, gorgé d'eau, est incisé au bistouri et on voit tout d'un coup, c'est dans les courbes du bas, s'élever les indices de fonction rénale. Vous voyez, là, ils étaient amoindris. Et là, ils s'élèvent. C'est-à-dire qu'on peut, bon, là, c'est un peu violent quand même, un coup de bistouri dans le rein pour relancer la diurèse, mais ça dénote bien que l'existence expérimentale de ce mécanisme. Quelles sont les autres causes d'oligurie fonctionnelle? C'est absolument à connaître. La douleur. Quelqu'un qui a mal se met en oligurie par différents mécanismes. Alors, c'est comme tout à l'heure dans le Chris syndrome, c'est un peu compliqué, tellement compliqué que c'est plus raisonnable de dire qu'on ne sait pas. Mais en revanche, on doit savoir que c'est systématique. Le problème, c'est que face à la douleur, on donne souvent des opioïdes, des morphines hypnotiques, qui entraînent des nausées et qui par eux-mêmes ont le même effet. Donc quelqu'un qui a mal est oligurique, il reçoit des morphinomémétiques, ce qui le rend oligurique, et le rend nauséeux, ce qui rend oligurique. Donc vous voyez là, vous avez un petit fonds de commerce en salle de réveil, puisque tous les patients ont ça, ils ont des bonnes raisons d'être oliguriques. Et on en arrive même au point de dire que le patient qui pisserait en salle de réveil, c'est complètement anormal. Il a un truc. C'est pas logique. La norme, pendant l'anesthésie générale et pendant le séjour précoce en salle de réveil, est d'être oligurique. Donc ne nous affolons pas de voir quelque chose de normal, mais assurons-nous que ce quelque chose de normal est bien réversible et qu'il évolue convenablement, et surtout n'allons pas faire des bêtises qui consisteraient à forcer la diurèse par un diurétique ou par un remplissage, ce qui risque de faire plus de dégâts que de bien. Plus connue sans doute et aussi beaucoup plus ancienne, la ventilation à pression positive. Alors par différents mécanismes, là ils sont en revanche très bien connus. Si vous avez une pression positive intense, voire avec une PEP, eh bien vous introduisez une congestion cave inférieure et donc une congestion rénale. La patient soit violemment hypovolémique, mais ça arrive pas souvent parce qu'une PEP élevée à pression hypovolémique, souvent vous vous en rendez compte parce qu'on a une perte du débit systémique, carrément. Mais une pression un petit peu élevée chez un patient normovolémique, vous avez une congestion. Alors attention, cette congestion, quand vous enlevez, quand vous extubez le patient, va céder aussitôt. Et elle va guérir assez rapidement. L'autre mécanisme, ce sont les paléohormones, les facteurs natriurétiques auriculaires, qui sont sécrétés dans les cavités droites et aussi un petit peu dans la cavité basse pression à gauche, qui sont des hormones antidiurétiques,
dont notre organisme humain en 2017 ne fait plus grand usage, alors que des millions d'années ça a été le cas, et dans d'autres espèces ça l'est aussi. Néanmoins, il y a un petit effet antidiurétique qui persiste lorsque le régime d'hyperpression des cavités cardiaques est maintenu. Et puis enfin, évidemment, mais je la mets à la fin pour qu'elle vous paraisse un peu accessoire, la déshydratation. Ben oui. La déshydratation, et on en reparlera plus loin, c'est loin d'être rare à l'hôpital. Ben oui, le patient doit être à jeun pour ne pas inhaler à l'induction de l'anesthésie. Et vous savez que les règles du jeûne préopératoire sont absolument pas suivies. On va voir tout à l'heure une diapo des recommandations européennes ou américaines. Elles ont été faites par des experts qui ont lu la doc, le rapport qualité-prix, le prise de risque et le bénéfice. Ils ont beaucoup travaillé et on ne le suit pas. Dans quelques services d'ambulatoire, on y arrive à peu près, parce que le patient est autonome jusqu'au moment où il va être sur la table d'opération. Donc en fait, on lui repousse la responsabilité à son comportement individuel. On l'autorise, enfin on ne l'interdit pas, donc on l'autorise. Mais dès qu'un patient est à l'hôpital, c'est la vraie catastrophe. Vous entrez à 16 heures, à 15 heures, faites la queue, l'émission, carte vitale, etc. Montez dans votre chambre. Ah, on vous a pas dit il faut faire des radios. Ah, on vous a pas dit on va faire une prise de sang. Oh, mais j'ai raté mon dîner. Moi, c'est pas grave. Voilà un plateau à thé, peu riche en eau. Ce qu'il y a, c'est surtout de l'eau, mais pas beaucoup. Le patient à minuit, il a le droit jusqu'à minuit, il va boire un petit verre d'eau en se brossant les dents, il s'endort, et puis voilà. Le lendemain matin, alors là, non, pas du tout, pas de petit déjeuner. L'intervention prévue à 8 heures, ça va être à 10 heures, vous savez, il y a l'urgence de la nuit. Finalement, on fait à 14 heures, on fait à 15 heures. Ah non, on vous fait pas ça. Ah, bon. Et là, je vous donne le scénario le pire. Enfin, vous l'avez déjà vécu. Même quand il n'est pas aussi pire que ça, il n'est pas très favorable. Et ne vous étonnez pas au moment de l'induction anesthésique d'avoir besoin de faire appel à l'amiéphédrine. Parce que vous, faites le ramadan, passez une journée entière à ne pas boire, à ne pas manger, vous allez voir dans quel état vous êtes de déshydratation à la fin de la journée. C'est complètement normal. Et si on vous induit, eh ben vous allez faire un petit coup de mou par réduction de la précharge ventriculaire, c'est tout. Il vous manque 500-600 millilitres de plasma. C'est pas un drame. Le remplissage eût été logique, on va faire l'éphédrine à la place. Et là, il se passe un truc terrible, c'est que vous allez arroser ce patient qui a fait une hypotension, vraisemblablement dans des proportions supérieures à la dette acquise, et le mettre très vite en inflation hydrique. Donc vous voyez la solution à tout ça, c'est de respecter la physiologie, la nature, c'est-à-dire de manger et de boire tel que vous le faites tous les jours, pas par hasard, mais parce que c'est la physiologie, jusqu'au dernier moment, et de le reprendre le plus vite possible pour avoir une homéostasie quotidienne convenable. Un outil en salle de réveil bien commode. Si vous avez un échographe, plutôt que d'aller regarder le cœur pour en déduire l'état d'hydratation, rien contre le cardiaque, bien évidemment, mais pour étudier la circulation systémique et éventuellement la fonctionnalité cardiaque. Mais il y a quelqu'un qui est quand même mieux renseigné que le cœur sur l'état volémique de l'organisme, c'est celui dont c'est le job, le rein. Et le Doppler rénal permet précisément cela. Alors, c'est très facile à faire. On se met en regard du rein, dans les lombes, on tire à 90 degrés et on voit ici des artères interlobaires, ces artères qui longent les lobes avant de les pénétrer pour aller alimenter les glomérules. Et si vous avez, comme pour le Doppler transcrânien, un alignement de 4-5 fois le diamètre vaisseau, bien vous passez en mode Doppler, et vous allez alors voir une analyse au cours du temps de la vitesse des globules rouges, la vélocité. Là, ils vont très vite, là, ils vont lentement, là, ils vont très vite, là, ils vont lentement. Il y a une diastole, il y a une systole. Et vous calculez, l'échographe sera ravi de le faire pour vous, l'IR, l'indice de résistivité, qui est égal
à la vélocité systolique moins la diastolique divisée par la systolique, un peu différent de l'IP, mais l'idée est la même. Et cet IR va vous renseigner sur le point de vue du rein à l'égard de l'hémodynamique à laquelle il est soumis au niveau artériel, c'est-à-dire une hémodynamique systémique, puisque l'artère rénale est branchée directement sur la aorte. Comment ça se passe? Imaginez que le rein ferme son préglomérulaire. Ça va devenir IR. Bute sur un mur, mais tout de suite, elle devient faible puisqu'il est arrêté. Et vous allez donc avoir un pic et tout de suite une descente avec une diastole extrêmement basse. Et l'IR va augmenter. Imaginez maintenant que le rein décide d'ouvrir son sphincter préglomérulaire et aussi d'ailleurs le postglomérulaire, faisant qu'il y a une filtration glomérulaire, une irrigation de l'appareil tubulaire, un bon retour sanguin veineux rénal, l'IR va être tout assez, la systole sera quand même pas égale à la diastole, mais elles vont se rapprocher et vous allez alors avoir un IR bas. Si vous faites ça aux patients de salle de réveil oligurique, que vous trouvez un IR élevé, c'est pas normal. Il a un rein qui est en train de s'adapter pour maintenir des liquides, il est en oligurie fonctionnelle, je le remplis. Si vous avez un IR qui est bas, et que le patient ne pisse pas, ben vous avez un rein qui dit, pour moi c'est bon, hein. L'eau, le sodium, il y en a, tout se passe bien. Ben oui, mais pourquoi tu pisses pas alors? La faute à la morphine. J'ai mal au cœur. Vous êtes dans les autres causes d'oligurie fonctionnelle périopératoire. Le traitement n'est alors pas le diurétique, n'est alors pas le remplissage. C'est peut-être pas d'arrêter les opioïdes et tout, c'est pas sympa pour le patient. Mais c'est surtout de ne pas vous inquiéter, de ne pas donner trop d'opioïdes évidemment, enfin ça pour d'autres raisons ça vous serait déjà venu à l'esprit, mais surtout de dire, bon, on n'est pas pressé, hein, il n'est pas en œdème pulmonaire, il n'est pas en hyperkaliémie, je ne m'inquiète pas, mais alors pas du tout. Et une fois que les autres problèmes sont réglés, il peut remonter dans sa chambre, même s'il pisse pas. Ne faites surtout pas ça avec celui qui requiert un remplissage, parce que vous n'êtes pas certain que le remplissage que vous allez faire sera suffisant, et vous n'êtes pas certain non plus que dans les étages il sera fait. Enfin, vous pouvez même être certain qu'il ne sera pas fait. Donc celui-là, il faudra le garder jusqu'à ce que l'IR soit normalisé, jusqu'à ce que le patient ait repris son pipi, auquel cas là c'est plus trop la peine de se poser des questions. Bon, c'est vite là-dessus. Les diurétiques. Bon, vous avez compris, je pense qu'en salle de réveil, on va aller très vite, ils n'ont pas de place. Hormis pathologie cardiaque subaiguë qui se trouve être en salle de réveil. Un œdème pulmonaire, ça peut arriver, on l'a trop transfusé, il est insuffisant rénal, dialysé, bon, là d'accord. Mais il n'y a pas de place pour quelqu'un qui pissait avant, qui avait un rein qui fonctionnait, et qui tout d'un coup est oligurique, il y a toutes les chances que la raison soit un déficit en eau ou une autre cause d'oligurie fonctionnelle. Une inflation hydrique, vous la trouverez, c'est un cas de congestion type. On l'a beaucoup rempli au bloc, beaucoup trop. Il a eu, j'en ai vu un hier d'ailleurs, 7 ringères lactate 5 heures. Chez quelqu'un qui était normal au départ, il y a des chances que ça passe un peu beaucoup. De fait, je garde cette nuit, il a été oligurique jusqu'à 4-5 heures du matin. On n'a rien fait, hein, pas de diurétique. Attendu que ça passe, le Doppler rénal était bon, et voilà, hein, c'est tout. Hein. Bon, on va passer sur le mécanisme diurétique parce que vous trouverez ça ailleurs, c'est compliqué. Sérum salé isotonique, pourquoi je voulais parler de ça? C'est parce que le remplissage peut être délétère, mais on en reparlera tout à l'heure à propos des solutés, donc je coupe. Quand on fait du furosémide, on induit systématiquement hypochlorémie. C'est comme ça que ça marche, en entraînant le chlorure à l'extérieur. Cette hypochlorémie est à l'origine d'alcalose, ce sont des choses qui peuvent être ennuyeuses, alors en réa beaucoup plus,
qu'au réveil, parce qu'au réveil, le patient est destiné de vite en sortir. Mais enfin, il faut quand même le savoir. Alors, si vous devez administrer des diurétiques, je vous rappelle les prérequis, les 6 points prérequis capitaux. Il faut que le débit urinaire soit jugé inadapté, hein, ça va sans dire. Il y a une surcharge hydrosodée certaine sans hypernatrémie. Il y a une liberté des voies excrétrices, ça, faut le vérifier chez les patients qui ont souvent été sondés juste en arrivant au bloc opératoire. La sonde peut être mal posée, elle peut être un peu tout, clampée, tordue, des tas de causes de non-liberté des voies excrétrices. Ça arrive régulièrement de faire ce fin diagnostic. Il faut que le patient soit en situation d'uriner. S'il est en état de choc, il a des redons qui donnent beaucoup, il est hypotendu, il faut vite le remplir, le transfuser, occupez-vous de ça. La diurèse, on verra après. Le rein est bien fait, il ne pisse que s'il peut pisser. Donc s'il peut pas, vous attaquez pas au rein, attaquez-vous à la raison pour laquelle il ne peut pas. Le risque rénal doit être faible. Alors ça, c'est une notion très très importante qui évolue chaque mois, dirais-je. On sait aujourd'hui qu'il y a des patients qui ont moins de néphrons que d'autres. C'est ceux qui ont déjà souffert par le passé, fait des chocs hémorragiques, reçu des toxiques, etc. Et ceux-là, un usage inapproprié des diurétiques pourrait leur coûter encore des néphrons. Donc on va faire très attention chez ceux-là. Et lorsqu'il y a un pari, en termes de bénéfice-risque, ne pas prendre le risque avec eux. Et enfin, pas d'hypokaliémie parce que c'est à l'origine de troubles de rythme cardiaque qui peuvent être extrêmement délétères chez quelqu'un qui déjà était oligurique. Si vous êtes oligurique et que vous passez en fibrillation atriale, vous n'allez pas reprendre votre diurèse. Hein. Vous faites encore quelques pas en arrière, comme on dit au jeu de loi. Voilà, bon, faire vite sur le chapitre diurétique, hein. Le cours est disponible ailleurs. Pour cette partie-là, c'est la même. Alors, face à une oligoanurie, patience et persévérance. Je pense que vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on fait? La soif. En salle de réveil, en général, les patients ne sont pas tous intubés et curarisés, ou alors pas très longtemps, vous leur posez la question. C'est l'examen clinique numéro 1. Est-ce que vous avez soif? Voilà les courbes en bas à droite qui vous donnent l'osmolarité plasmatique en abscisse et le taux d'ADH plasmatique en ordonnée. Vous voyez que pour une fois, c'est rare, c'est une belle droite. C'est linéaire, c'est parfaitement. Quand vous avez une osmolarité physiologique, ici, vous n'avez pas soif. Et plus cette osmolarité augmente, plus la vasopressine augmente, et plus vous avez soif grave. De façon linéaire. Un bonheur. Allez pas doser la vasopressine, ça coûte 72 €, c'est fait une fois par semaine et encore à Paris, viendra trop tard, l'examen viendra trop tard, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'interrogation « avez-vous soif ?» correspond à un dosage de vasopressine. Bon, attention, diagnostic différentiel, la bouche sèche. C'est normal, vous avez eu la bouche ouverte parce qu'il y avait une sonde dedans pendant 3 heures, vous n'avez pas eu de salive parce que vous étiez sous anesthésie, vous n'avez pas dégluti, vous avez la bouche sèche. Mais la bouche sèche, ça passe avec une compresse, un peu d'eau, on boit un demi-verre, on se gargarise, voilà, c'est tout, une fois, 2 fois, et c'est tout. Si votre patient, après avoir fait ça, a soif, c'est une soif authentique. Astuce, comme ça, vous allez devenir des experts en boisson. L'échographie, je vous l'ai dit tout à l'heure, au passage, vous utilisez la sonde d'écho pour vous assurer que la vessie n'est pas gorgée de diurèse alors que la sonde urinaire est vide. Vous jetez un coup d'œil sur la veine cave pour dire « oh, elle est grosse, oh, elle est pas grosse ». Voilà. Vous pouvez faire une ITV pour regarder si vous êtes dans les normes d'un débit cardiaque convenable, mais je ne sais pas quel est le débit cardiaque convenable en salle de réveil, où on a peur, mal, nauséeux, qu'en plus on peut signer être oligurique, alors des gens qui vous font des échos, qui vont faire des gargarismes et tout. Je ne sais pas quelle est l'ITV normale. Vous pouvez éventuellement jeter un coup d'œil aux conséquences pulmonaires, mais ça c'est plus en réanimation qu'en salle de réveil, et faire enfin le Doppler rénal dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, ce qui est le plus utile, c'est sans doute le self-control, d'empêcher celui qui est en vous
ou qui est à vos côtés qui voudrait faire des diurétiques, et d'empêcher celui qui est en vous ou à vos côtés qui voudrait remplir. Parce que très souvent, la problématique consiste à avoir beaucoup de patience et de la persévérance, c'est-à-dire répéter votre examen complet qui est ici. Parce que c'est pas parce que maintenant que le patient est bien que dans 2 heures, il le sera toujours. Il peut saigner, le bougre. Il peut avoir mal, parce que les morphiniques s'en vont. Il peut avoir des nausées. À l'inverse, il peut avoir été extubé. Enfin, donc, il peut y avoir des variations qui justifient une réévaluation régulière. Donc, toutes les heures, toutes les 2 heures, chez celui qui est oligurique, ayez le courage de ne rien faire si l'ensemble de ce bilan vous incite à ne rien faire. Et vous allez voir un truc magique. Vous l'avez prédit, et ça se passe comme vous l'avez prédit. Le patient reprend sa diurèse dès lors que vous aviez bien fait attention à tout ça. Pourquoi il a mis 6 heures à reprendre sa diurèse? Parce que le système rénine-angiotensin, ce sont des hormones qui sont synthétisées à partir de l'ADN, avec toute la démarche de la synthèse qui prend du temps. Elles sont exprimées, elles vont sur des récepteurs, activent des réactions, et tout ça, ça prend du temps. Et quand il faut l'arrêter, ça prend le même temps. Ça prend un temps hormonal qui n'est pas un temps nerveux. La transmission d'un influx nerveux, c'est très très rapide. La transmission d'un influx hormonal, ça prend des heures. Donc vous avez mis votre patient en état d'antidiurèse au bloc opératoire par tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ne vous attendez pas à ce qu'il reprenne tout de suite sa diurèse. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, un patient qui pisse beaucoup en sortant immédiatement, il y a un truc. C'est du rinçage de la sonde urinaire en urologie, c'est une brèche, c'est du liquide qui est rentré, qui sort maintenant, c'est un diabète insipide en neurochirurgie, enfin, vous allez trouver, hein, mais c'est pas normal d'avoir une diurèse importante en salle de réveil. Il est normal d'en avoir une petite, et votre mission est de vous assurer qu'on passe de cette situation d'adaptation à la situation normale où on peut. La checklist, on a vu, avant tout traitement, régulièrement. Voilà. Je terminerai là-dessus, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour dire que les plus gros progrès qu'on a à faire sans doute en matière de prévention de l'oligurie en salle de réveil, c'est de respecter ces recommandations que nos pères ont édictées. L'ASA à gauche, l'ESA à droite, et qu'en gros l'idée est la même, liquide clair 2 heures avant, autorisé en Amérique, encouragé en Europe. Le lait, bon, c'est plutôt pour les enfants, voire les bébés. Les ajoutés, non en Amérique, les ajoutés, oui à l'ESA. Les Européens, plus permissifs. Hein. Et le jeûne solide, 6 heures. Le repas léger, 6 heures, 8 heures. Bon, peu importe les définitions, l'esprit est le même. Mais regardez autour de vous. Est-ce que tous les patients que vous endormez ont bu jusqu'à il y a 2 heures? La réponse est clairement non. Il y en a qui ne peuvent pas. Hein. L'occlusion du papy de 80 ans, il est bien clair que la question est déplacée. Mais a-t-il été perfusé convenablement? A-t-il été réhydraté convenablement en période préopératoire? Non. La visite d'anesthésie, on regarde que la bouche, tout ça, les antécédents, et tout. Dans le meilleur des cas, faites-lui couler un ringer tout à l'heure, qui a toutes les chances d'être largement insuffisant par rapport au déficit hydrique que ce patient a constitué en plusieurs jours. Donc, on est toujours décalé par rapport au respect de la physiologie. J'arrête là, et ça nous met en bonne position pour le cours suivant, qui est qui perfuser et comment, d'une façon générale, en anesthésie-réanimation. Voilà. À vous maintenant.